Alors salut à tous, c'est Jean-Philippe, bienvenue sur cette nouvelle lune du Scorpion. Je suis désolé, je suis carrément à la bourre. J'aurais dû faire ça dimanche, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc quelques mots sur cette lunaison en Scorpion. D'abord quelques mots sur le Scorpion, qui est un signe qui fascine tout le monde, voire qui effraie tout le monde, c'est selon. Pourquoi ce signe est effrayant? En tout cas, il l'était pour les anciens. Eh bien, tout simplement parce que nous sommes dans une culture solaire, et dans cette culture solaire, nous avons peur de l'obscurité. Déjà, on commence à rentrer un petit peu dans la dualité et dans la quintessence du Scorpion, juste en parlant de lumière, du contraste lumière-obscur. Le Scorpion, c'est ça, c'est un signe qui en fait est amoureux, et passionnément amoureux de la vie, sauf qu'il ne sait pas qu'il est en vie et qu'il recherche tous les jours, quotidiennement, à vérifier qu'il est bien en vie. Et pour ça, quoi de meilleur moyen que de se sentir mourir, que d'être sur la brèche. Le scorpion va volontairement chercher à se trouver, à se mettre en danger, à se mettre en équilibre au bord d'un gouffre pour véritablement comprendre que bah oui, la vie est là et qu'à ce moment-là, elle peut rejaillir, elle peut ressurgir. C'est en cela que le signe du scorpion est ce signe qui est mêlé à la mort et à la renaissance, donc à des process de transformation, parce que pour le scorpion, pour être en vie, il faut être mort, ou en tout cas s'en approcher le plus possible. Et c'est exactement ce qui convient au niveau, enfin ce que décrit la saisonnalité sous nos latitudes. Les feuilles tombent, les feuilles se mettent à pourrir avant qu'elles puissent fertiliser le sol et faire ressurgir la vie au printemps. Donc, le mouvement d'obscurité est une démarche initiatique volontaire et consciente du scorpion. Le scorpion va chercher à se mettre en danger pour pouvoir renaître, pour pouvoir se transformer. Parce qu'en plus, avec la Renaissance, il y a toujours cette notion de quelque chose de différent, quelque chose de nouveau qui doit être mis en place. On épure le passé et on se renouvelle euh, vers une vie peut-être toujours plus authentique. Le scorpion, c'est le signe même de l'authenticité. C'est le signe de la fusion, mais c'est le signe de l'authenticité. Regardons maintenant au niveau de la lunaison. Alors, si on regarde cette lunaison, on remarquera quoi? Déjà, ce qui attire notre regard, c'est cette opposition exacte à Uranus. Alors Uranus, c'est quoi? Uranus, comme chacun le sait, en tout cas tous les astrophiles le savent, c'est la planète des révolutions, c'est la planète des imprévus, c'est la planète des accidents. Donc il y a des événements qui peuvent faire irruption dans nos vies de manière aussi soudaine que subite. De quelle nature seront ces événements? Eh bien là, on peut regarder aussi ce qu'il y a autour de cette opposition. Et là, on va constater, un semi-carré à la conjonction Lune noire-Neptune, et donc un sesqui carré à la nouvelle Lune. Alors c'est plutôt des aspects de tension, des aspects correctifs. Cela signifie, grosso modo, avec la Lune noire, que les événements que va nous apporter Uranus vont être plutôt d'ordre initiatique. C'est d'ordre quelque chose qui nous donne le vertige, quelque chose qui va nous sidérer, littéralement. D'ailleurs, le mot sidéré, ça va très bien au scorpion, parce que le scorpion, il aime être sidéré, il aime être saisi, parce que c'est à ce moment-là qu'il se sent en vie, c'est à ce moment-là qu'il va bouger pour renaître de ses cendres. Donc la sidération, elle est vitale pour le scorpion. Alors cette lune noire, ce ski carré à la lune noire est peut-être plutôt pas mal en fin de compte. Pas agréable, certainement, mais en tout cas nécessaire pour que l'on puisse tous ensemble, collectivement et individuellement, bouger nos fesses. Euh, avec le scorpion, on va éviter de parler de fesses, ça peut très très vite dérailler. Maintenant, on peut aussi regarder qu'il y a comme quelque chose qui est plutôt sympa, enfin qui semble sympa, il faut toujours relativiser en astrologie, c'est ce trigone que vous pouvez voir avec le nœud nord, donc le nœud nord en cancer. Alors le nœud nord en cancer, il nous indique une direction à suivre, c'est-à-dire celle de retrouver un petit peu son enfant intérieur, celle de se retrouver dans une forme de cocon, comme une chenille qui se renferme dans son cocon pour pouvoir déployer ensuite ses ailes. Ce trigone, avec la présence d'Uranus, moi je trouve qu'il nous fait drôlement penser à une forme d'intuition qui doit guider nos pas.
C'est-à-dire qu'avec Uranus et avec la Lune noire, nous n'avons pas prise, nous n'avons pas contrôle sur les événements qui vont surgir. Par contre, soyons scorpions, puisque nous sommes dans le signe du scorpion, et en étant scorpion, faisons confiance à notre flair, à notre intuition, pour pouvoir traverser ces événements qui vont devenir tout simplement des initiations à nous-mêmes. Maintenant, si l'on regarde l'aboutissement de cette nouvelle lune, la voici, c'est la pleine lune, on notera quand même quelque chose de beaucoup plus sympa, alors là clairement plus sympa, c'est quand même le sextile de la lune à justement cette conjonction Neptune-Lune noire, donc ça veut dire que à la faveur de la pleine lune, de la pleine lumière, on prend conscience des choses, on accompagne le mouvement des événements, et il y a aussi un magnifique trigone à ce contexte annuel de Saturne-Pluton en Capricorne, qui implique que nous pouvons vraiment aller volontairement, sciemment, dans cette marche vers notre transformation la plus profonde. La transformation, elle a vraiment lieu en 2019 et elle doit normalement éclore en 2020. Les mythes du Scorpion éclairent cette lunaison aussi de manière assez imagée. Alors, le mythe qui signe la constellation du Scorpion, c'est celui d'Orion. Orion, qui est un chasseur géant, je ne m'attarde pas sur ses origines, c'est un chasseur géant qui, à un moment donné, s'est retrouvé sur l'île de Chios. Il est tombé amoureux là-bas de Mérope, qui est la fille du roi Eunopion. Et Orion envisage bien de prendre la main de Mérope, sauf que Eunopion n'est pas du tout de cet avis. Alors, pour donner le change, Eunopion va lancer un défi à Orion. Il va lui proposer de lui consacrer la main de sa fille, à condition que Orion débarrasse l'île de toutes les bêtes sauvages qui la dévastent. Mais Orion est un chasseur. Donc forcément, Orion n'a aucun problème pour débarrasser l'île de tous ses fauves. Mais là, le roi, évidemment, devant cette facilité et devant la perte de son pari, va retirer sa parole et ne va pas confier la main de sa fille. Orion est fou furieux, il dévaste le palais, il est arrêté et il est aveuglé, proprement, par le roi Eunopion, aveuglé et abandonné sur le rivage de l'île. Ne sachant où aller, Orion s'enfonce dans l'océan, c'est-à-dire qu'il est tellement grand que de toute façon il a pied à peu près partout, en tout cas en Méditerranée, et il marche droit vers le soleil levant. Et à force de marcher vers le soleil, d'avoir la lumière en pleine gueule, eh bien il va recouvrer la vue. Voilà la quintessence du Scorpion. La quintessence de ce signe qui implique d'être dans l'obscurité, d'avoir une cécité pour pouvoir mieux voir, mieux apprécier la lumière. Alors ça, c'est Orion. Que vient faire le Scorpion là-dedans? Eh bien, en fait, dans la suite du mythe, une fois la vue recouvrée, Orion veut revenir se venger du roi Eunopion. Et là, il y a la déesse Artémis qui lui apparaît, qui est chasseresse comme lui, ou chasseuse, je ne sais pas comment on dit, bref, et qui lui dit non, Orion, ça ne sert à rien de se venger, poursuis ta route. Bon, Artémis est plutôt charmante, sympathique, et Orion se dit bah, celle-là, elle pourrait bien remplacer, elle est bonasse, elle pourrait bien remplacer Mérope. Donc, là aussi, à nouveau, il y a un intrus qui va s'interférer, et c'est le frère d'Artémis, le dieu soleil, Apollon. Apollon qui va envoyer le Scorpion pour pouvoir terrasser Orion. Alors, non seulement le Scorpion n'arrive pas à terrasser Orion, mais par contre, Orion n'arrive pas à tuer le Scorpion. Et à un moment donné, il en est même effrayé parce qu'il ne parvient pas à ses fins. Donc Orion fuit. Et pour fuir, pour se protéger du Scorpion, qui a aussi un pouvoir hypnotique, le Scorpion, on voit comment la bestiole tourne autour de ses proies avant de lui planter le dard. Donc, il hypnotise ces créatures. Orion est hypnotisé par le Scorpion, il s'enfuit, il va se réfugier dans l'océan. L'océan, donc le monde des émotions, mais de ses émotions à lui, dans lesquelles il se sent quand même rassuré
dans lesquels il se sent réconforté. Et là, Apollon va ruser, il va dire à Artémis, qui sortait juste d'une opération des yeux, donc il n'y voyait pas encore tout à fait clair, il dit «Regarde là-bas au fond, là, putain, t'as vu, il y a un monstre qui approche de l'île, vas-y, tire une flèche, il faut le détruire.» Et puis Artémis, n'y voyant que dalle, elle tire une flèche, comme elle est plutôt bonne chasseuse, ou bonne chasseresse, encore une fois je ne sais jamais, eh bien elle tue Orion. Là, ravagée par la tristesse de son erreur, elle va placer Orion parmi les constellations, et le Scorpion également dans les constellations, mais à l'opposé, de sorte que Orion et le Scorpion ne puissent plus jamais se rencontrer. C'est joli, hein. L'autre mythe avec le Scorpion, c'est évidemment celui de Persée, pardon, aussi de Persée, c'est bien ça. Persée avec la Gorgone. Alors, vous savez, sans rentrer dans le détail du mythe, ce qu'il faut retenir, vous connaissez le pouvoir de la Gorgone, hein, Méduse, c'est celui de pétrifier les gens, par sa laideur. Sa laideur, donc, vous savez, elle a des canines de sanglier, elle a des cheveux de serpent, bref, elle sidère, elle pétrifie littéralement les gens parce qu'elle suscite en eux une émotion tellement violente qu'ils en sont totalement paralysés. Pour réussir à vaincre Méduse, Persée va recevoir le soutien des dieux. Hermès va lui confier ses sandales ailées, Hadès va lui confier son casque d'invisibilité, Athéna va lui confier son bouclier poli, dans lequel il va pouvoir s'approcher de Méduse par reflet de Méduse, puisque Persée sait très bien qu'il ne peut pas regarder Méduse dans les yeux. Donc, au-delà de ces faits, l'essence du mythe de Persée qui tue la Gorgone, c'est la réflexion qui est induite. En fait, face à une situation fortement émotive, fortement émotionnelle, qui peut nous pétrifier, eh bien, il faut juste prendre du recul, regarder les choses dans un miroir afin de pouvoir les analyser. C'est exactement comme ça que Persée va pouvoir trancher la tête de la Méduse. Et ensuite, à l'aide des sandales ailées d'Hermès, il va pouvoir prendre de l'altitude, prendre du recul sur tout ça. Il aura affronté ses émotions et il les aura vaincues. Quand je dis les aura affrontés, il les aura aussi affrontés avec le casque d'invisibilité d'Hadès. Ça aussi, c'est un détail qui n'est pas des moindres. Ça veut dire qu'il faut savoir aussi s'approcher de ses émotions, mais sans trop avoir l'air de les affronter. Il faut y aller un petit peu en rusant. Voilà donc ce climat scorpionesque qui nous guide aujourd'hui. Donc, je résume. Pour voir la lumière, il faut descendre dans l'obscurité. Pour descendre dans l'obscurité, il faut aller à la rencontre de nos émotions, et qui plus est, de nos peurs, les émotions qui sont suscitées par nos peurs intestines, nos peurs intérieures. Donc, allons-y, et c'est là que nous pourrons voir la lumière. La pleine lune de cette lunaison est véritablement... elle va dans ce sens, elle est extrêmement positive. Pardon. Voilà ce que j'avais à dire sur cette lunaison. Quelques mots sur un grand dirigeant. Vous savez que bon, j'ai essayé de prendre l'habitude de mettre en lumière un de nos rois à la faveur de ces lunaisons. Alors le roi auquel je pense par rapport au Scorpion, bah, c'est mon roi préféré, c'est Louis XI, qui est Cancer, mais par contre ascendant Scorpion avec un amas planétaire en 8. Je vous propose de regarder son thème. Il est intéressant ce roi aussi pour illustrer la vie d'un Scorpion, en ce sens que on voit déjà, regardez, cette lune qui est rejetée, on voit que pour Louis XI, le monde des émotions, le monde des femmes, c'est un vrai problème. C'est même un grave problème. On ne peut pas dire qu'il ait rendu les femmes heureuses, il s'en est toujours méfié. La seule femme qui avait grâce à ses yeux, c'était sa fille aînée, à qui il confiera d'ailleurs le pouvoir, étonnamment. Comme quoi, il y a quand même des actes un peu manqués. Il disait d'ailleurs, c'était assez rigolo, parce que Louis XI disait d'Anne de Beaujeu, donc sa fille, qu'elle était la moins folle femme de France, car de femme sage, il n'en connaissait point. C'est tout dire. C'est tout dire aussi le rapport de ce roi avec ses émotions. Et
Mais néanmoins, il les reconnaît, ces émotions. Il en a peur, mais il va quand même essayer de rentrer en fusion avec ces émotions, d'aller les confronter pour pouvoir grandir. Mais dans quel axe ces émotions, cette rencontre, cette union avec ces émotions va se jouer? Eh bien, évidemment, il est roi de France. Il a toutes ses planètes en 8, une grande partie de ses planètes. Il a un Jupiter en milieu du ciel en Vierge, et son côté cancer, donc qui va induire le côté clan, le côté patrie, ou matrice, c'est comme vous voulez, eh bien Louis XI va se mettre au service, dans un service même acharné, de la France. Il est le dernier monarque du Moyen Âge ou le premier monarque de la Renaissance, c'est selon, on peut le prendre dans les deux acceptations. C'est un, c'est un monarque qui a toujours vécu sur la brèche. Il s'est toujours mis en danger, mais il n'a jamais été détruit. C'était un monarque superstitieux. On le disait cruel. Bon, l'histoire des fillettes, c'est encore débattu aujourd'hui, mais il est certain qu'il ne fallait pas trop l'emmerder, le gaillard. Par contre, c'est quelqu'un qui savait, euh, dans l'instant présent, qui savait trouver la direction à suivre pour se sortir de tous les plus mauvais pétrins dans lesquels il se fourrait. Parce que les pétrins, il savait y aller. Il n'y avait pas de problème, c'est un scorpion, il y va. Souvent, il s'est retrouvé vraiment à deux doigts d'être complètement renversé, mais toujours, il a su remettre. Dernier petit détail concernant ce roi, et non des moindres, enfin, en tout cas je trouve que la symbolique est assez frappante et somme toute dire, somme toute amusante, c'est l'ordre de Saint-Michel que ce roi a créé. Alors ce roi Louis XI était un roi très pieux, même très superstitieux, hein. On voit bien la confrontation au monde des émotions qui est comme quelque chose de douloureux pour Louis XI et son besoin de se rattacher à des divinités comme Persée le fit pour aller massacrer la Gorgone. Eh bien, Louis XI avait une profonde vénération pour l'archange Saint-Michel et le mont Saint-Michel. Aussi, il a créé l'ordre de Saint-Michel, qui était, comme vous le voyez, un collier matérialisé avec des coquilles Saint-Jacques, et l'archange terrassant le dragon. Le dragon, c'est quoi? C'est le monde des émotions, c'est la maîtrise du monde des émotions, c'est aller affronter ce monde des émotions. Alors, c'est assez symbolique, mais ça l'est encore plus si l'on considère que Louis XI a créé cet ordre de Saint-Michel en réaction à l'ordre de la Toison d'Or qui a été créé par son plus mortel ennemi, le duc de Bourgogne. Et l'ordre de la Toison d'Or, c'était quoi? Un bélier. La Toison d'Or, naturellement. Et quel est le lien entre le bélier et le scorpion? Eh bien, c'est Mars, c'est le glaive qui va pouvoir aller trancher le monde des émotions. Donc, vous voyez, il y a comme des symboles qui ne trompent pas, qui échappent certainement à la conscience, mais qui imagent spontanément ces symboliques, ces archétypes des signes que nous traversons tous les mois. Et le scorpion, voilà, on va affronter ces émotions pour pouvoir renaître de ses cendres. Et Louis XI n'est-il pas le premier roi de la Renaissance, le dernier roi du Moyen Âge? En tout cas, c'est le roi qui a agrandi la France, il a annexé la Bretagne, annexé la Provence, annexé l'Anjou, il a fait du royaume de France ce pays que l'on connaît quasiment aujourd'hui, et effectivement, il a mis un pas, de toute façon, dans la Renaissance. C'est un roi de transition, c'est un roi scorpion. Voilà, je vous laisse sur ces considérations autour du scorpion. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a enrichi. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions. Je suis toujours là pour y répondre. En tout cas, j'ai un grand plaisir à y répondre. Et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous pour la pleine lune, de sorte que nous puissions échanger sur les expériences que nous avons faites pendant les 15 prochains jours. Ciao, je vous embrasse.